Alors, essayer de situer le bâtiment du Buisson dans l'histoire des musées de l'après-guerre, finalement, c'est pas si simple, parce que la tendance qui est assez générale en Europe et aux États-Unis est une sorte de tendance à la simplification dans l'architecture des musées. On sort de cette entre-deux-guerres, notamment à Paris, où les débats, avec des projets que je n'ai pas le temps de montrer, de Le Corbusier, de Perret autour de 1930-1931 pour un musée moderne, pour un musée à croissance illimitée, aboutissent à ce que l'on sait, à l'exposition de 1937, avec ces trois grands bâtiments de la colline de Chaillot, et notamment le Palais de Tokyo. Donc la France a tenté d'apporter une réponse à ce qu'étaient les aspirations des acteurs des musées, architectes, conservateurs, etc., d'une manière un petit peu dans un entre-deux et un compromis qui n'a pas satisfait tout le monde, loin s'en faut, avec ces palais de Tokyo, palais de Chaillot, et puis on peut y ajouter le palais d'Iéna, le musée des travaux publics des frères Perret. Immédiatement après-guerre, juste avant la guerre, les États-Unis avaient montré quand même une voie plus proche de ce qu'on appelle le style international. Le MoMA de New York, le MoMA a été créé en 1929, mais installé dans un ancien bâtiment. Il s'installe en 1939 dans ce bâtiment flambant neuf, très typique de ce que les États-Unis avaient promu justement au sein même du MoMA en 1932 sous le label style international. Et finalement, c'est ce prétendu style international qui va commencer à l'emporter dans l'architecture des musées après 1945. Et ce que je voudrais essayer de montrer, c'est la difficulté qu'il y a pour nous aujourd'hui à situer justement le bâtiment du Buisson dans cette histoire générale des musées, parce que finalement il ne ressemble vraiment à aucun type. On va voir des bâtiments qu'on peut considérer comme des types. Pour rester en France, avant de partir un peu plus loin, le musée adopte dans les années 50-60 le type de la boîte, du coffre-fort, en général plutôt transparent que opaque, dont le musée des maisons de la culture du Havre, bien connu, est vraiment l'un des prototypes, avec l'agneau Veil et Dimitrievitch, donc ossature métal, cloison de verre, bâtiment complètement ouvert sur l'extérieur. Et c'est cette relation au paysage qui est très importante dans l'architecture des musées des années 50 à 70 que je voudrais évoquer davantage. Et là encore, le bâtiment du Buisson se situe dans cette nouvelle tradition qui est le lien entre le musée et le paysage, qui n'était pas du tout une tradition du musée au XIXe et au début du XXe siècle. Et de plus en plus, les musées sortent de la ville, donc ce n'est pas non plus innocent que l'un de ces rares musées, puisqu'il faut même le souligner, le musée des arts et traditions populaires est l'un des très rares musées nouveaux construits en France après 1945. Paradoxalement, c'est pas forcément un paradoxe, on reconstruit d'abord les villes, et dans les années 50-60, même dans ces fameuses années Malraux, à partir de 1959, on a finalement construit peu de musées par rapport à ce que l'on connaîtra à partir des années 70. L'une des réalisations vraiment majeures, à mon sens, dans cette histoire des musées et dans cette innovation double qui consiste d'abord à concevoir le musée non plus comme un palais mais comme un outil, ce que beaucoup de gens réclamaient depuis des années voire des décennies, c'est le projet d'Henri van de Velde. Je n'ai pas le temps de développer son histoire, puisque l'histoire est longue, et il y a d'ailleurs un avant-projet pour Hohenderloo, où on voit que Van de Velde travaille beaucoup sur la question de l'ornement, sur géométrie, et puis finalement l'ornement disparaît totalement, la monumentalisation du musée devient totalement absente, et en 1954, Van de Velde, qui ne verra pas l'achèvement de ce chantier, livre le Kröller-Müller d'Otterlo sous la forme vraiment d'un espace totalement dédié à la mise en valeur des œuvres, sans plus aucune idée de monumentalisation
de palatialisation du musée tel qu'on le concevait jusque dans les années 30, jusque dans les années 1940, même aux États-Unis, à Washington par exemple. On remarquera aussi sur tous les exemples que les quelques exemples que je vais vous montrer, l'extrême longueur à fabriquer ces musées. C'est le cas pour le musée du Buisson, puisqu'on est sur une échelle de temps de quasiment 20 ans. Longueur qui en général aboutit au terme d'esquisses répétées à justement non pas un appauvrissement, au contraire, plutôt à une sorte d'épurement du projet. Et c'est vraiment frappant avec le bâtiment de Van de Velde. J'aime beaucoup cette image qui est tirée du livre de Pevsner, History of Building Types, parce que cette image très pauvre plastiquement montre justement à quel point le musée est en train de devenir une sorte de nouveau programme, de nouvel outil, complètement dépouillé de tout ce qu'on lui avait donné pour mission depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc un musée qui est d'abord un ensemble de cloisons, plus de façade monumentale. Donc là, le rôle de Le Corbusier a forcément été important. Le musée à croissance illimitée, c'est un musée qui n'a plus de façade, potentiellement. Donc chaque façade est provisoire. Et Van de Velde, je ne sais pas s'il y a un lien avec le projet de Le Corbusier, mais en tout cas, Van de Velde livre avec le Kröller-Müller l'un des plus beaux exemples de ce qu'est le musée moderne, l'idée du musée moderne, dans sa mise en scène des œuvres, dans ce système de cloison en redans qui permet d'avoir une lecture dynamique des œuvres d'art moderne, en l'occurrence, et la question de l'émergence de musées pour l'art moderne est une question importante. Voilà, et puis des musées qui, évidemment, ont un rôle, une dimension paysagère cruciale. L'architecture s'efface aussi au profit, non pas seulement des œuvres d'art, mais d'un rapport au paysage, lequel paysage accueille les œuvres d'art, puisque, vous le savez, au Kröller-Müller, il y a un jardin de sculptures. Alors on va retrouver cette tendance qui devient assez lourde, et elle se développe aussi aux États-Unis, de musées inscrits dans le paysage, totalement déconnectés de toute problématique urbaine. C'est le cas à Louisiana, puisqu'on est à plusieurs dizaines de kilomètres de Copenhague. Là, la même agence, de 1958 à 1991, va organiser en plusieurs phases ce musée qui est l'une des références en matière de simplicité, d'efficacité, quelques cloisons, un parcours, un cheminement et des vues répétées, permanentes, un dialogue intime entre les œuvres et le paysage. Alors on retrouvera ça dans X exemples. Un autre exemple ici à Duisbourg, avec le fils du sculpteur auquel est dédié ce musée, le musée Wilhelm Lembrück, donc conçu par Manfred Lembrück, qui est le fils de l'artiste. Là, on voit un petit peu ce qui est en train de devenir une tendance forte, et qui doit probablement beaucoup à Mies van der Rohe, on va le voir. C'est l'idée de la boîte complètement limpide, translucide, qui évidemment, comme dans les réalisations de Mies van der Rohe, dans ces villes-là notamment, est un travail sur la mise en scène de l'architecture dans le paysage, ossature métallique archi simple, des portiques, et puis légère dramatisation de la muséographie grâce à ces murs courbes. Ça, c'est ici une planche qui est extraite de la revue de l'UIA, qui en 1964 publie le musée des arts et traditions populaires, et se fait l'écho justement de cette évolution d'architecture des musées, qui accompagne, qui participe d'un mouvement général de simplification. On tend vers un certain minimalisme dans les structures, dans la mise en scène des œuvres d'art également. Voilà cette boîte. Là aussi, le musée a fait l'objet d'extensions régulières. Et toujours
toujours tiré des cahiers de l'UIA en 1964, 64 ou 5. Cette publicité pour la firme Glasbau à Francfort, qui montre l'importance du verre dans cette architecture des musées. Et il se trouve que Glasbau va aussi faire les façades de verre du musée Gulbenkian à Lisbonne. Donc il y a une sorte d'homogénéité architecturale et même matérielle, entrepreneuriale dans la conception de ces musées à travers l'Europe. Voilà le musée Gulbenkian à Lisbonne. Autre projet important de la période qui fait l'objet d'un concours avec 3 équipes. Il faut noter que beaucoup de personnalités extérieures avaient été conviées en tant que consultantes. Je crois que Jean Rivière avait même été consulté en tant que muséographe pour ce projet. L'horizontalité, c'est bien sûr un point très important, et on va voir que l'unicité du musée du Buisson n'est pas totale, mais c'est quand même une réalisation relativement isolée et atypique, même si elle tisse des liens formels, typologiques, urbains, périurbains, avec d'autres réalisations. Voilà une planche qui montre l'ossature, là cette fois-ci béton armé, ossature assez puissante en béton armé qui libère des espaces. Bon, là on est à la recherche d'un plan libre, d'une flexibilité. Donc on voit la publicité pour Glasbau, flexibilité de la muséographie qui est vraiment un aspect important. Relation au paysage à Gulbenkian, c'est évident, puisque c'est un projet à la fois architectural et paysager. Voici. Et puis bien sûr, le chef-d'œuvre de cette tendance minimaliste, c'est la National Gallery de Mies van der Rohe. Dernier projet de Mies, de retour des États-Unis, ultime projet berlinois, qui pose aussi la question du musée, et on sait ce que deviendra l'architecture des musées dans les années 80-90, retour extrêmement fort à la monumentalisation, retour à des valeurs même très proches de celles qui avaient forgé l'identité du musée dans les années 1830. Ici, Mies van der Rohe pousse d'une certaine manière la tendance à son paroxysme, jusqu'à même assumer pleinement une certaine gratuité de l'acte architectural pur, qui consiste à libérer un hall qui, vous le savez sans doute, ne sert pas à grand chose, ne sert qu'à lui-même. Et cette fameuse phrase de Mies, c'est un hall si grand que cela implique évidemment des difficultés d'exposer de l'art. Mais cela a tant de potentiel que je ne pouvais tenir compte de ces difficultés. Alors, c'est une petite pique à l'encontre de certains architectes qui voient dans les musées, et c'est le cas encore aujourd'hui, des occasions d'architecture, des occasions de montrer la capacité de l'architecture à être spectacle pur. Pour revenir et là, juste faire un petit excursus au Brésil, la tendance à ces architectures en forme de boîte, elle est également présente en Amérique du Sud, avec ce fameux musée de São Paulo de Lina Bobardi, tenu par des grands portiques de béton, et à l'intérieur, c'est la gigantesque salle unique qui occasionne des muséographies extrêmement innovantes, mais extrêmement difficiles à renouveler, à conserver. Donc la question de la flexibilité du musée. Et alors, je reviens au musée des arts et traditions populaires un instant, parce que cette flexibilité avec les cloisons amovibles de Dubuisson, elle est importante. C'est aussi un musée qui a, et ça sera dit par d'autres que moi dans cette journée, a eu un impact très important dans l'histoire des musées en général, mais aussi des musées d'ethnologie en particulier. Et si on va dans le golfe arabo-persique, on trouve
des choses assez amusantes. Qu'en est-il de la paternité, de la descendance des mises en scène de Georges-Henri Rivière à Paris? Et puis, terminer sur cet exemple, parce que j'ai essayé de montrer voilà, très rapidement quelques types de musées européens qui témoignent vraiment de tendances assez dominantes, mais dans lesquelles le bâtiment du Buisson ne se retrouve pas vraiment. Parce que finalement, tendance à l'horizontalité, le musée de Dubuisson est un musée certes horizontal, mais surmonté d'une tour. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemples qui peuvent être comparables. Alors il se trouve qu'il y en a un, le musée des ATP a une sorte de jumeau, qui est aujourd'hui un musée du tissu, du costume, mais qui à l'origine était un musée d'art contemporain, qui s'inscrit parfaitement dans cette lignée. Le musée de Madrid, on est dans le quartier de Moncloa, derrière le palais du Premier ministre. Et j'ai mis de photos un rappel de vue aérienne du musée des ATP, et voilà cette grande galette. On parlait aussi de gaufrette à propos du bâtiment du Lever Building de Landschaft à New York. Une tour posée sur une gaufrette. Voilà ici le grand socle qu'on choisit de concevoir avec une cour centrale les architectes espagnols, et puis on peut traverser au niveau du rez-de-chaussée, il y a une grande cour. Alors j'ai tiré un extrait de commentaires de ce musée parce que, bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce bâtiment, mais à chaque fois que l'on parle de ce bâtiment, on y voit toujours la même phrase, que les architectes se sont inspirés des directives d'un congrès de l'ICOM, mais pas un congrès plénier de l'ICOM, un congrès d'architecture des musées organisé à Mexico par l'ICOM en 1968, qui demandait, qui incitait les architectes à imaginer des musées flexibles, faciles à adapter, reconvertibles, etc. Et c'est vraiment là-dessus que les architectes espagnols, c'est de là que ces architectes sont partis pour concevoir ce bâtiment. Toujours est-il qu'au-delà de sa flexibilité, de ce plan libre, libéré, un rez-de-chaussée libéré par les poteaux, on a une sorte de jumeau, de frère jumeau du musée du Buisson qui est assez saisissant. Voilà, je vais m'arrêter là. J'aurais pu parler d'une tendance corbusienne du musée, mais je crois qu'il vaut mieux rester sur la tendance missienne du buissonnienne. Merci Simon de cet exposé, merci d'avoir tenu dans les temps.